Chunk One. Oui, mec, c'était terrible. Je savais que j'étais follement amoureux de ma femme. Dès que je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Mais arriver à l'hôtel a été si difficile. À 13 ans, Jeff Bridges a écrit 3 mots sur la porte de sa chambre qui l'entraient pendant des décennies. Alors que le monde voyait une légende hollywoodienne, Jeff cachait un terrible secret. Il avait des crises de panique avant les scènes. Il se cachait dans des garages pour éviter son père. Même à 75 ans, son rythme cardiaque atteint 148 pendant le tournage, ce qui est plus élevé que pendant le traitement contre le cancer. Récemment, il a finalement brisé le silence lors d'une grande cérémonie de remise de prix. Ce qu'il a révélé a stupéfié tout le monde. La confession explique pourquoi il a failli quitter le métier d'acteur à plusieurs reprises et pourquoi la célébrité ne lui a jamais semblé juste. Jeffrey Leon Bridges est né le 4 décembre 1949. Ses parents étaient acteurs, donc au lieu de douces berceuses et de couvertures pour bébés, les premiers jours de Jeff ont été entourés de lumière de cinéma et de bruit de plateau. Quand il n'avait que 6 mois, ses parents l'ont emmené sur un plateau de tournage. Le film s'appelait The Company She Keeps et il est sorti en janvier 1961. Le réalisateur avait besoin d'un vrai bébé qui pleure pour une scène. Alors Jane Greer a donné une petite pensée au bébé Jeff et il a pleuré directement au signal. La scène était parfaite. Sur l'enregistrement du studio, son nom n'était même pas mentionné. Il était juste appelé « bébé qui pleure ». Plus tard dans sa vie, Jeff a plaisanté en disant que son premier chèque de paie était probablement allé directement aux couches et au lait pour bébé. Mais, sans le savoir, son parcours hollywoodien avait déjà commencé avant qu'il ne puisse prononcer son premier mot. En grandissant, le père de Jeff, Lloyd Bridges, avait des sentiments mitigés à propos du show business. Il était célèbre, surtout après un film intitulé High Noon, mais il ne faisait pas entièrement confiance à Hollywood. Vers 1957 ou 1958, il s'est assis avec son frère aîné Beau et leur a dit quelque chose de surprenant. Il a dit que la plupart des acteurs gagnaient moins de 5 000 $ par année. Il avait même des chiffres imprimés pour le prouver. Alors, il leur a dit de se concentrer sur l'école. Chunk 2. Pas de travail d'acteur à moins que leur note ne soit supérieure à B+. Il a même suggéré qu'ils envisagent de devenir ingénieurs au lieu d'acteurs. Cette règle est restée en vigueur dans la maison pendant des années et elle a fait réfléchir Jeff à 2 fois sur la célébrité. Elle a semé une peur tranquille que peut-être le métier d'acteur n'était pas assez stable. Quand Jeff avait 13 ans, quelque chose a changé. Il ne voulait pas être connu uniquement comme le fils de Lloyd. Alors, en 1963, il a pris un marqueur et a écrit « Pas un acteur » sur la porte de sa chambre. Il a commencé à peindre au Brentwood Art Center et a gagné ses premiers 35 $ en vendant une toile le 9 août 1964. Il a également commencé un groupe de surf rock appelé The Nozzles et a joué dans de petites foires à Santa Monica. Son frère aîné, Beau, apprenait des scénarios d'acteurs, mais Jeff apprenait des accords de guitare et des coups de pinceau. Ses trophées d'art du lycée de 1966 se trouvent toujours dans son studio aujourd'hui. Pour Jeff, ce n'était pas juste une phase, c'était un message. Il ne voulait pas suivre un chemin juste parce que c'était facile. Il voulait trouver quelque chose de réel par lui-même. Mais les années 1960 à Los Angeles n'étaient pas seulement une question d'art et de musique. Il y avait des fêtes et des drogues. À l'âge de 16 ans, Jeff fumait de la marijuana avant le cours de maths. Durant l'été 1967, il essayait du LSD lors de jam sessions à Topanga Canyon. Un soir, le 3 septembre, la police l'a arrêté. Ils ont trouvé un joint dans sa Volkswagen Beetle. Il était mineur, alors ils ont appelé son père au lieu de l'arrêter. Mais cela a effrayé la famille. Dorothy Bridges, sa mère, lui a fait commencer une thérapie hebdomadaire. Lloyd l'a personnellement conduit à 2 réunions de réadaptation en octobre à Malibu.
Jeff a dit plus tard qu'il avait l'impression qu'il était sur le point de rater la sortie de l'autoroute dans la vie. C'était le premier grand réveil. Les conférences ne fonctionnaient pas. Alors, Lloyd a essayé quelque chose de différent. Un matin, au début de 1968, pendant le petit déjeuner, il a dit quelque chose d'intelligent. Punk 3. Il a dit à Jeff que le métier d'acteur pouvait être une façon de tout faire. Piloter des jets, jouer de la musique, peindre sans avoir besoin de rejoindre l'armée ou un groupe. Juste un travail, des vies infinies. Cette idée est restée gravée dans l'esprit de Jeff. Cela a fait sonner le métier d'acteur comme une liberté, pas un piège. Peu de temps après, Jeff a pris un petit rôle d'acteur dans l'émission de son père, Sea Hunt. Il l'a fait en partie juste pour acheter une nouvelle guitare, Stratocaster. Le tour de passe-passe tranquille de Lloyd avait fonctionné. Jeff était partant, mais la promesse du métier d'acteur comme liberté lui est restée gravée à vie. Malgré tout, il ne s'est pas précipité à Hollywood à plein temps. Le 12 mai 1967, à seulement 17 ans, Jeff est entré dans un bureau militaire et s'est enrôlé dans la réserve des gardes-côtes. L'engagement a duré 8 ans. Cela l'a gardé hors de la guerre du Vietnam, mais a également ralenti sa carrière cinématographique. Il a travaillé les week-ends à nettoyer la rouille des bouées et à tirer des quarts de travail de minuit. Il a dit plus tard que c'était de la torture. Pourtant, l'horaire lui laissait suffisamment de temps pour jouer pendant les pauses. C'est alors qu'il a filmé The Last Picture Show en 1971 et Thunderbolt and Lightfoot en 1974. Les deux lui ont valu des nominations aux Oscars. Il portait son uniforme et courait après les prix en même temps. En 1975, il a finalement quitté les gardes-côtes. Par coïncidence, c'était aussi l'année où l'Amérique a mis fin à la conscription. En 1967, Jeff avait également pris un bus Greyhound pour New York pour étudier au Herbert Berghof Studio. L'école était connue pour ses cours de théâtre difficiles, mais Jeff ne s'en souciait pas beaucoup. Il était plus excité par les clubs de musique et l'art de rue. Il a apporté son appareil photo panoramique et a passé du temps à prendre des photos dans le métro et à parler avec des musiciens et des peintres. Il a séché les répétitions pour se faufiler dans les soirées micro ouvertes au Café Wa. Il n'est resté que quelques mois avant de rentrer chez lui. Mais même ce court laps de temps lui a donné une ligne qu'il pouvait dire à ses parents chaque fois qu'ils lui demandaient s'il était sérieux au sujet du métier d'acteur. Même après avoir obtenu une nomination aux Oscars, Jeff a failli tout abandonner. En 1972, il a acheté un terrain de plage à Malibu et a loué un studio à Venise, non pas pour travailler à railler sur des films, mais pour faire de la musique et peindre des scènes d'océan. Chunk 4. Pas de contrat de disque, pas d'objectif de galerie. Il voulait juste de l'espace, une pause. Il a dit à son père qu'il pourrait sauter les prochains films. Puis, soudainement, de grands rôles ont commencé à apparaître. Cette pause n'a pas duré longtemps. En 1973, ses propos sur le fait de quitter le métier ont inquiété toute la famille. Ils ont tenu une réunion dans le salon de leur maison. Dorothy, toujours le centre de la famille, a sorti un carnet où elle suivait toutes les auditions et tous les emplois de Jeff. Lloyd a rappelé à Jeff comment le métier d'acteur pouvait utiliser tous ses talents à la fois. Dorothy a ajouté que tout le monde s'aidait mutuellement et qu'ils avaient seul besoin que Jeff continue de ramer avec eux. Quelques jours plus tard, Jeff a dit oui à un rôle dans The Iceman Cometh, un film qu'il avait déjà essayé de refuser. Le réalisateur a même visité son atelier d'art pour le convaincre. Ce petit coup de pouce l'a ramené sous les projecteurs. C'était l'été 1975 à Paradise Valley, dans le Montana. Jeff Bridges avait 25 ans et tournait une petite comédie étrange appelée Rancho Deluxe. Un après-midi, il a levé les yeux et a vu une femme traverser la salle à manger de l'hôtel Chico Hot Springs. Elle avait 2 yeux au beurre noir et un nez fraîchement remis, mais Jeff ne pouvait pas arrêter de la fixer. Il n'arrêtait pas d'oublier ses répliques. L'équipe en plaisantait chaque fois qu'il gâchait une prise. Entre les prises, il s'est approché
et lui a demandé de dîner. Elle a dit non. Elle s'appelait Susan Geston, une étudiante en économie qui travaillait pour gagner de l'argent. Elle lui a dit « Non, peut-être que je te verrai dans les environs. C'est une petite ville. » Ce moment lui est resté gravé. 3 nuits plus tard, ils ont dansé ensemble à la soirée de fin de tournage. C'était maladroit, mais doux. Ils ne se sont pas lâchés. Le lendemain matin, ils sont allés visiter des ranchs au bord de la rivière. Jeff a toujours une photo de ce jour dans son portefeuille. Il dit que c'est comme une machine à remonter le temps qui le ramène à l'époque où il savait qu'il avait trouvé la bonne. Chunk, 5. En 1976, Paramount l'a choisi pour le remake de King Kong dans le rôle de Jack Prescott. Le budget était de 24 millions de dollars, ce qui en faisait le film le plus cher jamais réalisé à l'époque. Plus de 8 millions ont été dépensés en promotion. Ils ont promis d'énormes prêmes s'ils rapportaient plus de 60 millions de dollars dans le monde entier. Personne ne croyait que ce serait le cas, mais le week-end de sa sortie a rapporté 7,23 millions l'heure dans 974 salles, la plus grande ouverture de décembre de l'histoire. 10 jours plus tard, il avait déjà rapporté plus de 26 millions de dollars. À la fin, il a atteint environ 90 millions de dollars. Ce succès a eu un prix. Jeff a été enfermé dans des interviews, des publicités et des négociations de contrats pendant près de 2 ans. Il a plaisanté une fois en disant que le singe géant n'avait pas seulement attrapé une fille, il avait attrapé son compte bancaire et ne voulait pas le lâcher. Puis, 2677. Susan avait été à ses côtés pendant tout le chaos. Un jour, elle l'a regardé et lui a dit « Je vais avoir des enfants et m'enraciner avec toi ou sans toi. » Cela l'a frappé fort. C'était un lundi. Le mercredi, ils se promenaient dans leur chalet de Malibu, se demandant si s'installer signifiait abandonner sa liberté. Il a même appelé son frère Beau en larmes. Le jeudi, il a conduit Susan à une plage venteuse à Zuma. Il a sorti une bague turquoise de son jean et l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés 5 jours plus tard, le 5 juin 1977. C'était un petit mariage dans une cour arrière avec son pasteur luthérien. Jeff a dit plus tard que ces mots l'avaient sauvé, car sans eux, il aurait pu continuer à dériver jusqu'à ce que tout s'écroule. Mais il n'a pas dérivé. Il s'est souvenu de Paradise Valley et de la façon dont cela l'avait fait se sentir. Le matin après leur première danse, lui et Susan avaient visité une vieille ferme près de la rivière Yellowstone. Jeff a dit qu'une voix lui avait dit « Ne laisse pas cet endroit où cette femme s'échapper ». En 1969, il a acheté 320 acres à l'extérieur de Livingston. Il a construit une simple cabane en cèdre sans téléphone pour que les studios ne puissent pas le joindre. Dans un profil du New York Times de 1977, il a admis qu'il séchait des auditions pour peindre et pêcher. Son agent a appelé cela un suicide professionnel. Jeff a même demandé des honoraires énormes exprès, espérant que les studios reculeraient. Au lieu de cela, ils ont continué à envoyer des offres. Chunk Sissy. Il a dit que cette cabane était devenue sa façon de respirer. Quand les choses devenaient trop bruyantes à Hollywood, il s'échappait dans le Montana. Il réparait les clôtures, s'asseyait au bord de la rivière et disparaissait pendant des semaines. Pourtant, l'attrait de la famille était fort. Son père, Lloyd Bridges, avait plus de 150 crédits. Il a dit une fois à un journaliste qu'il n'avait jamais fait pression sur ses fils. Mais quand Jeff a commencé à refuser de grands rôles, il a appelé cela un gaspillage de talent. Cela a fait mal. Jeff a dit que cela le brûlait parce que son père l'avait toujours soutenu. Des magazines spécialisés comme Variety disaient que Jeff était sur le point de devenir une star s'il s'engageait simplement. Alors Jeff a conclu un accord avec lui-même. Il prendrait des rôles sérieux, mais seulement s'il pouvait retourner au Montana entre les deux. Un de ses rôles était Cutter's Way en 1941. Il a dit que cela lui permettait de prouver à son père qu'il se souciait du métier d'acteur, mais pas plus que de la paix. Puis vint Tron en 1981. Il avait 31 ans, debout devant quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le film n'a utilisé des effets numériques que pendant 15 à 20 minutes, mais il avait l'impression que l'avenir était arrivé.
Même les animateurs de Disney ne voulaient pas y toucher. Ils avaient peur que les ordinateurs ne prennent leur emploi. L'Académie a refusé de le nommer pour les effets visuels parce qu'il disait qu'utiliser des ordinateurs était de la triche. Jeff était nerveux. Pendant les répétitions, il a même demandé au réalisateur si les ordinateurs pouvaient remplacer les acteurs aussi. Ce que vous voyez dans le film, son visage tendu et inquiet, ce n'était pas du jeu d'acteur. Il avait vraiment peur. Il a plaisanté plus tard en disant que Tron lui faisait regarder par-dessus son épaule chaque fois qu'il voyait un écran d'ordinateur. En 1984, les choses se sont approfondies. Pour Starman, il devait jouer un extraterrestre apprenant à bouger comme un humain. Il a effacé toutes ses habitudes. Pas de s'appuyer, pas de s'avachir, pas de cligner des yeux sans le vouloir. Il a étudié un danseur pour bien faire les mouvements et a passé 115 jours à devenir lentement plus humain à l'écran. Chunk 7. Les critiques ont adoré. Il a obtenu une nomination aux Oscars. Mais après, il n'avait pas l'impression d'être lui-même. Il a réservé une thérapie juste pour se souvenir de qui il était. Il y est allé chaque semaine à Santa Monica pendant près d'1 an, essayant de retrouver le vrai Jeff. En 1985, il a tourné Jagged Edge avec Glenn Close. Le film était torride et tout le monde parlait de la scène de la maison de plage. Les tabloïds ont publié les photos. Susan n'était pas ravie. Après 10 ans à voir Jeff flirter sur le plateau, celui-ci a franchi une limite. Elle lui a dit « Encore un rôle comme ça et j'en ai fini ». Des amis ont dit que les dîners devenaient tendus. Les gens faisaient des blagues qu'elle ne trouvait pas drôles. Jeff a dit plus tard que ce film avait presque brisé la paix à la maison. Ce n'était pas seulement les films qui mettaient leur arige à l'épreuve. Pendant le tournage de Against All Odds, en 1943 et 1984, Jeff était souvent seul sur le plateau au Mexique. Les journalistes ont commencé à le comparer à Paul Newman et Robert Redford. La pression l'a atteint. En 2011, il a finalement admis qu'il buvait beaucoup pendant cette période. De la tequila, des nuits chaudes et tardives. Un rédacteur de magazine l'a même vu vomir pendant une interview. Jeff a dit que c'était le moment où boire a cessé d'être amusant. Cela a commencé à contrôler son emploi du temps, puis vint The Fabulous Baker Boys. Le film a été distribué au début de 1988. Jeff a demandé du temps pour apprendre le piano jazz, espérant qu'il pourrait passer à la musique live si tout s'écroulait. Il se réveillait à 5h du matin pour les leçons. Il a copié Bill Evans. Il a même pratiqué le même sur des bandes sonores. Il a travaillé dur. Mais le 13 octobre 1989, le film est sorti et a explosé. Chunk 8. 2 nominations aux Oscars, d'excellentes critiques, tout le monde a adoré. Au lieu de lui donner une porte de sortie, le film l'a enfermé encore plus profondément dans le monde d'Hollywood. Jeff a ri plus tard et a dit que le piano était son plan d'évasion, mais qu'il avait échoué un accord à la fois. À l'été 1990, Jeff Bridges s'est retrouvé en face de Robin Williams sur le plateau de The Fisher King. Robin était en feu, improvisant prise après prise, parfois 20 d'affilée. Jeff ne savait jamais ce qui allait arriver ensuite. Un soir, au milieu du Bowery, Robin s'est lancé dans une diatribe sauvage de 3 minutes sur les chevaliers médiévaux. Jeff s'est figé. Il ne trouvait pas son signal. À 2h15 du matin, il a quitté le plateau, a trouvé un téléphone payant et a appelé sa femme Susan. Il lui a dit qu'il se sentait tellement secoué qu'il pourrait avoir besoin d'une thérapie. Les archives du studio ont montré plus tard que l'assurance avait payé une séance d'urgence le 27 juillet 1990. En 60 ans de carrière d'acteur, c'était la seule fois où Jeff a jamais facturé une thérapie à un film. 8 ans plus tard, le 6 mars 1998, The Big Lebowski est sorti en salle. Il n'a pas rapporté beaucoup d'argent, pas au début. Mais en 2002, les projections de minuit étaient bondées. Les fans criaient les répliques en retour à l'écran. Jeff a trouvé ça drôle, puis les choses sont devenues bizarres. Le 20 avril 2005, une religion parodique appelée le duisme est née. En 10 ans, elle comptait plus de 600 000 prêtres autoproclamés.
Lors d'un événement à Los Angeles en 2007, les gens faisaient pas la queue pour demander à Jeff de bénir leurs White Russians. Il a admis plus tard que tout cela l'avait effrayé. Il a dit que c'était flatteur, mais que certaines personnes agissaient comme s'ils vivaient réellement dans ce peignoir. Après 2008, il a cessé d'aller au Lebowski Fest. Il a dit que des étrangers avaient même essayé de le suivre dans les toilettes. Il voulait de la sagesse. Lorsque le DVD est sorti en 1999, ses filles n'ont pas été impressionnées. Isabelle avait 18 ans, Jessica en avait 16, Hailey en avait 14. Soudain, leurs amis avaient des autocollants « The Dude Abides » sur leur casier. Lors d'un dîner le 21 mai 1999, elles ont remis à Jeff une liste manuscrite. Chunk, 9. Le titre disait « Pourquoi est-ce bizarre que tu sois célèbre? » Ils lui ont dit que les enfants à l'école se moquaient d'eux à cause de ses jurons. Ils l'ont supplié d'obtenir un emploi de bureau régulier comme les autres papas. Jeff a gardé cette note. Des années plus tard, dans une interview de 2014, il l'a montrée fièrement. Il a dit que ses critiques les plus sévères étaient toujours à la maison. En 2000, il a essayé quelque chose de nouveau. Il a aidé à produire The Contender, un drame politique. Il voulait plus de contrôle sur ses propres projets, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. DreamWorks a acheté le film et l'a remonté. Gary Oldman et son partenaire de production étaient furieux. Ils ont affirmé que la nouvelle version véhiculait un message démocrate. Les gros titres ont suivi. Le budget était de 20 millions de dollars. Il n'en a rapporté que 17,9 millions. Jeff jouait le président, mais a passé la plupart du temps à esquiver les tirs politiques. Dans des interviews, il a déclaré plus tard que le stress avait presque tué le plaisir de jouer. Il a appris que produire un film sur la politique peut vous épuiser rapidement. En 2009, Jeff a failli refuser le rôle qui lui vaudrait un Oscar. Crazy Heart racontait l'histoire d'un chanteur de country brisé nommé Bad Blake. Jeff a dit non au début. Il en avait assez de jouer des hommes abîmés. Le réalisateur, Scott Cooper, l'a supplié pendant des semaines. Jeff n'a dit oui qu'après que T-Bone Burnett ait rejoint le projet. Il a accepté de le faire, mais seulement s'il pouvait chanter ses propres chansons. Le film a coûté 7 millions de dollars à produire et en a rapporté 39,5 millions. Il a remporté 40 prix importants. Jeff a dit que le simple fait d'y penser lui donne des frissons. Ce refus de justesse le hantait toujours. Un oui hésitant a tout changé. Aux Oscars de 2010, lorsqu'il a finalement tenu cette statue dorée, quelque chose s'est brisé. Chunk, 10. Il a remercié ses parents décédés. Sa voix s'est brisée. Il a qualifié le métier d'acteur de profession géniale. Les mots ne sonnaient pas comme un discours répété. Ils semblaient réels. En coulisses, il a plaisanté en disant que gagner n'effacerait pas le dude. Au fond de lui, il savait que c'était vrai. Pour la plupart des gens, ce moment ressemblait à de la joie. Mais pour ceux qui le connaissaient, cela sonnait comme un soulagement. Après 40 ans, il était enfin en paix avec tout cela. Plus tard cette même année, les frères Cohen lui ont offert le rôle principal dans True Grit. Ils voulaient qu'il joue Rooster Cogburn. Jeff a dit non, pas une fois, mais 3 fois. Il n'arrêtait pas de penser à John Wayne. Le rôle lui faisait peur. Les Cohen ont promis qu'ils ne refaisaient pas le film de 1969. Ils filmaient le livre. Cela l'a convaincu. Après le tournage, il a admis quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a dit que les avoir refusés avait été l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Le film a obtenu 10 nominations aux Oscars. Les critiques ont adoré sa version plus sombre de Rooster. Cela a prouvé que même les légendes peuvent douter d'elles-mêmes. Mais parfois, affronter une ombre mène à quelque chose d'inoubliable. En 1944, Jeff a fait un rêve. Il voulait faire un film intitulé The Giver, et il voulait que son père, Lloyd Bridges, joue le rôle principal. C'est pourquoi il a acheté les droits cette année-là. Mais les studios ne croyaient pas en lui. Ils ont dit que les adolescents ne voudraient pas regarder un film où le personnage principal était un homme de 60 ans. Chunk 11. Jeff n'a pas abandonné.
Au moment où Harvey Weinstein a finalement accepté de le financer en 2013, Jeff lui-même avait vieilli et avait l'âge du rôle destiné à son père. Il a souri et a dit que la tante lui avait donné le bon nombre de rides. Après 319 jours, The Giver était sorti le 15 août 2014. Le film a rapporté 12,3 millions de dollars lors de son week-end de sortie. Ce n'était pas un blockbuster, mais pour Jeff, c'était à la fois une fin et un nouveau départ. Il avait réécrit ce scénario 18 fois. Il avait travaillé avec 4 réalisateurs différents, et finalement, c'était terminé. Mais sa vie n'était pas seulement le cinéma. En 1983, alors qu'il n'avait que 34 ans, Jeff a lancé quelque chose de très différent. Une organisation à but non lucratif appelée End Hunger Network. Alors que les gens le voyaient comme une star de cinéma, il travaillait discrètement pour lutter contre la faim infantile. En 2010, il s'est tenu au National Press Club et a déclaré que près de 17 millions d'enfants aux États-Unis se couchaient le ventre vide. Il a qualifié ce travail de pénitence, se plaignant sans cesse des problèmes d'Hollywood, alors que les enfants n'avaient pas de nourriture. En 40 ans, son groupe a contribué à faire adopter 5 lois importantes sur la nutrition. En 2015, il a même sorti un album de musique d'ambiance intitulé Sleeping Tapes et a donné les 80 000 $ qu'il a rapportés à No Kid Hungry. Même pendant les promotions de films comme True Grit, il restait sur place pour rencontrer des législateurs et parler des programmes de repas d'été. Il a plaisanté une fois en disant que son Oscar faisait une piètre cuillère à soupe. Mais la lutte discrète de Jeff pour les autres ne le préparerait pas à ce qui l'a frappé en octobre 2020. Ce mois-là, à l'âge de 70 ans, il a publié un seul tweet. On lui avait diagnostiqué un lymphome folliculaire non hodgkinien, un type de cancer du sang. La tumeur dans son abdomen mesurait 9 par 12 pouces. Il perdait du poids et se sentait épuisé depuis des mois. Mais il pensait que c'était juste le stress de la pandémie. Il a commencé la chimiothérapie immédiatement, 6 cycles mélangés à une thérapie aux anticorps. Il a également médité chaque jour pour rester calme. Après 11 mois, la tumeur a diminué à seulement 2 cm. En août 2021, son médecin a dit qu'elle avait la taille d'une bille. 1 mois plus tard, Jeff a annoncé qu'il était en rémission clinique complète. Pour célébrer, il a marché 1 kilomètre sans avoir besoin de sa bonbonne d'oxygène pour la première fois depuis le début du traitement. Chunk, 12. Mais pendant le traitement, les choses ont empiré. En janvier 2021, à mi-chemin de son 4e cycle de chimiothérapie, Jeff a contracté le CO. Son système immunitaire était déjà faible. En quelques jours, son taux d'oxygène s'est effondré. Il a été transporté d'urgence à l'unité de soins intensifs de Santa Barbara et y est resté 5 semaines. Ses poumons étaient tellement endommagés qu'il ne pouvait rester debout que pendant 45 secondes à la fois. Les infirmières l'ont aidé à se rétablir petit à petit. D'abord s'asseoir, puis marcher 5 pas, puis plus. Il a perdu 35 livres. 35 livres et la plupart de ses cheveux. Les médecins ont dit plus tard que son vaccin COVID antérieur l'avait peut-être sauvé. Il a dit que le cancer lui semblait plus facile que le virus, mais cela lui a fait réaliser à quel point le fil de la vie est ténu. Alors qu'il était coincé dans le service CO, Jeff a demandé à une infirmière de lui apporter 2 boîtes à chaussures pleines de lettres. Elles provenaient de sa mère, Dorothy. Un soir, alors qu'il les lisait seul, il a trouvé quelque chose qui l'a secoué. Le mariage de ses parents, qui a duré 58 ans, a failli se terminer en 1969. Lloyd était parti tourner un western et avait déposé des papiers de divorce précoce. Jeff ne l'a jamais su. Les lettres montraient de la colère, de la frustration et finalement une guérison tranquille qui a commencé avec une seule carte postale. Essayons à nouveau pour les enfants. Jeff était marié à Susan depuis 43 ans à ce moment-là. Il a toujours pensé que ses parents avaient un amour parfait. Maintenant, il a vu la vérité. Il a commencé à parler plus ouvertement avec Susan de l'argent, de la peur et de la gratitude. Il a dit que ces lettres avaient réinitialisé sa boussole.
Mais même la guérison a un prix. Entre la chimiothérapie, l'unité de soins intensifs et les soins à l'oxygène, les factures d'hôpital de Jeff ont atteint plus de 3 millions de dollars. Il ne l'avait pas prévu. Pour conserver son assurance maladie syndicale, il devait retravailler. Il est donc retourné à The Old Man, un thriller FX qui avait commencé à être tourné au début de 2020, mais qui a été interrompu lorsque le CO a frappé. Puis, il en a été interrompu, à nouveau après son diagnostic de cancer, ce qui a coûté au studio environ 1,5 million de dollars. Chunk. 13. Lorsque le tournage a repris en octobre 2021, Jeff avait toujours besoin d'un concentrateur d'oxygène. Il ne pouvait filmer des scènes que pendant 45 secondes à la fois avant d'avoir besoin de se reposer. Ironiquement, le plateau qu'il craignait autrefois est devenu la chose même qui a aidé à payer sa guérison. The Old Man a finalement été diffusé le 16 juin 2022. Les critiques ont salué sa performance fatiguée et réelle. Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était survivre. Puis vint le 29 avril 2024. Jeff s'est tenu sur scène à Alice Tully Hall en smoking pour accepter le 49e Chaplin Award. Mais au lieu de prononcer un discours habituel, il a stupéfié tout le monde. Il a dit « Je n'ai jamais vraiment voulu devenir acteur. Les gens se sont figés. » Il a raconté comment, adolescent, il avait des crises de panique lorsque son père lui demandait de répéter. Une fois, il s'est même caché dans le garage pendant 2 heures, espérant que son père oublierait la scène. Il a lu dans son ancien journal « Le métier d'acteur, c'est comme porter la peau de quelqu'un d'autre. Ça gratte et c'est faux. » Pendant 6 secondes complètes, la salle SOS est restée silencieuse, puis sont venus les applaudissements. De longs et forts applaudissements. Même maintenant, à l'approche de ses 75 ans, la peur ne l'a pas quitté. En mars 2025, lors du tournage de Tron Ariès, son rythme cardiaque a atteint 148 battements par minute. C'est plus élevé que ce qu'il a atteint pendant la chimiothérapie. Il se réveille à 4 heures du matin les jours de tournage en pensant qu'il oubliera comment jouer. Il a dit aux journalistes « La peur est plus forte que les tumeurs ne l'ont jamais été. » Et il le pensait.